Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je prends un livre dans ma bibliothèque et où je le relis. Et dans cette grande aventure de la relecture des Misérables que j'ai commencé il y a déjà quelques temps, mais je n'en suis encore qu'au tout début, eh bien je poursuis la lecture de ce premier livre de la première partie et avec maintenant le chapitre 9, donc on est toujours dans ces prémices des Misérables autour du personnage de Monseigneur Bienvenu Myriel, évêque de Digne, qui sera le personnage qui changera la vie du héros des Misérables, Jean Valjean. Mais pour l'instant, on le découvre touche après touche et on va avoir dans le chapitre 9 le point de vue de Baptistine, sa sœur, dans un chapitre qui s'appelle « Le frère raconté par la sœur ». Que nous raconte cette sœur sur son frère? Eh bien, je vais d'emblée aller lire ceci et puis faire peut-être quelques petits commentaires. Pour donner une idée du ménage intérieur de Monsieur l'évêque de Digne et de la façon dont ces deux saintes filles, donc il s'agit de Baptistine et de Madame Magloire qui est la servante, subordonnaient leurs actions, leurs pensées, même leurs instincts de femmes aisément effrayés, il y a un petit côté misogyne ici sur lequel on va passer, aux habitudes et aux intentions de l'évêque sans qu'il eût même à prendre la peine de parler pour les exprimer. Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de mademoiselle Baptistine à madame la vicomtesse de Boischevron, son amie d'enfance. Cette lettre est entre nos mains. Donc là, on a évidemment un subterfuge assez classique de la littérature qui consiste à faire croire qu'on est en train de faire de l'histoire, en fait, d'avoir des archives, des documents, des lettres notamment. Et donc ici, Digne, 16 décembre 1800, la date n'est pas précisée exactement. Ma bonne madame, pas un jour ne se passe sans que nous parlions de vous. C'est assez notre habitude, mais il y a une raison de plus. Figurez-vous qu'en lavant et époussetant les plafonds et les murs, Madame Magloire a fait des découvertes. Maintenant, nos deux chambres tapissées de vieux papier blanchis à la chaux ne dépareraient pas un château dans le genre du vôtre. Madame Magloire a déchiré tout le papier. Il y avait des choses dessous. Mon salon, où il n'y a pas de meubles et dont nous nous servons pour étendre le linge après les lessives, à 15 pieds de haut, 18 de large carré, un plafond peint anciennement avec dorure, des solives comme chez vous. On voit que tout d'un coup, ce petit logis, cet ancien hôpital, devient une sorte de château. Là, il y a le tout petit qui devient énorme. C'est très, très hugolien, ça. Même si ça reste modeste dans l'expression. On n'est pas encore dans la grande prose hugolienne qui s'enflamme. Là, on reste dans un portrait touche après touche de ce personnage. Et on entre très, très gentiment, petit à petit, dans le livre. C'était recouvert d'une toile du temps que c'était l'hôpital. Enfin des boiseries du temps de nos grands-mères. Mais c'est ma chambre qu'il faut voir. Madame Magloire a découvert, sous au moins 10 papiers collés dessus, des peintures, sans être bonnes, qui peuvent se supporter. C'est Télémaque, reçu chevalier par Minerve, c'est lui encore dans les jardins. Le nom m'échappe. Enfin, où les dames romaines se rendaient une seule nuit. Que dirais-je? J'ai des Romains, des Romaines. Ici, un mot illisible. Vous voyez qu'on joue le document authentique ici. Ici, un mot illisible pour faire croire que c'est une vraie lettre. Évidemment, personne n'est dupe, mais ça fait plus vrai. Et toute la suite. Madame Magloire a débarbouillé tout cela, et cet été, elle va réparer quelques petites avaries, revernir le tout, et ma chambre sera un vrai musée. Voilà, elle se contente, au fond, Baptistine, d'assez peu.
Elle aurait pu avoir une vie beaucoup plus digne, peut-être pas digne, mais peut-être beaucoup plus aisée. Mais elle se contente de ce vrai petit musée. Elle a aussi trouvé dans un coin du grenier 2 consoles en bois, genre ancien. On demandait 2 écus de 6 livres pour les redorer. Mais il vaut mieux donner cela aux pauvres. Là, c'est évidemment l'influence de Monseigneur Myriel. D'ailleurs, c'est fort laid, et j'aimerais mieux une table ronde en acajou. Je suis toujours bien heureuse. Mon frère est si bon. Il donne tout ce qu'il a aux indigents et aux malades. Nous sommes très gênés. Le pays est dur l'hiver, et il faut bien faire quelque chose pour ceux qui manquent. Nous sommes à peu près chauffés et éclairés. Vous voyez que ce sont de grandes douceurs. Elle pourrait se plaindre, elle ne le fait pas. Pas tout à fait, ou de manière un peu indirecte. Mon frère a ses habitudes à lui. Quand il cause, il dit qu'un évêque doit être ainsi. Figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée. Alors, ce fait-là, on le sait déjà par les chapitres précédents. Victor Hugo insiste parce que ça jouera là aussi un rôle important dans la suite de l'histoire. Entre qui veut, et l'on est tout de suite chez mon frère. Il ne craint rien, même la nuit. Et évidemment, les scènes cruciales se dérouleront de nuit. C'est là sa bravoure à lui, comme il dit. Il ne veut pas que je craigne pour lui, ni que Madame Magloire craigne. Il s'expose à tous les dangers, et il ne veut même pas que nous ayons l'air de nous en apercevoir. Il faut savoir le comprendre. Il sort par la pluie, il marche dans l'eau, il voyage en hiver. Il n'a pas peur de la nuit, des routes suspectes ni des rencontres. L'an dernier, il est allé tout seul dans un pays de voleurs. Il n'a pas voulu nous emmener, il est resté 15 jours absent. Ça, c'est sans doute une allusion au chapitre Cravate que j'avais lu il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. À son retour, il n'avait rien eu. On le croyait mort et il se portait bien. Et il a dit « Voilà comme on m'a volé ». Et il a ouvert une malle pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'Embrun que les voleurs lui avaient donnés. Donc là, si vous voulez avoir plus de détails sur ce passage-là, je crois que c'est le chapitre 7 que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle donc Cravate, qui raconte cette histoire-là. Cette fois-là, en revenant, comme j'étais allé à sa rencontre à 2 lieues avec d'autres de ses amis, je n'ai pu m'empêcher de le gronder un peu, en ayant soin de ne parler que pendant que la voiture faisait du bruit, afin que personne autre ne pût entendre. Dans les premiers temps, je me disais « Il n'y a pas de danger, qu'il arrête, il est terrible ». À présent, j'ai fini par m'y accoutumer. Je fais signe à Madame Magloire pour qu'elle ne le contrarie pas. Il se risque comme il veut. Moi, j'emmène Madame Magloire, je rentre dans ma chambre, je prie pour lui et je m'endors. Je suis tranquille, parce que je sais bien que s'il lui arrivait malheur, ce serait ma fin. Je m'en irai au bon Dieu avec mon frère et mon évêque. Madame Magloire a eu plus de peine que moi à s'habituer à ce qu'elle appelait ses imprudences. Mais à présent le pli est pris. Nous prions toutes les 2, nous avons peur ensemble et nous nous endormons. Le diable entrerait dans la maison qu'on le laisserait faire. Après tout, que craignons-nous dans cette maison ? Il y a toujours quelqu'un avec nous qui est le plus fort. Le diable peut y passer, mais le bon Dieu l'habite. On voit que cette confiance d'une femme de foi, et évidemment qui est celle aussi de l'évêque. On laisse entrer le diable puisque Dieu est là. Voilà qui me suffit. Mon frère n'a plus même besoin de me dire un mot maintenant. Je le comprends sans qu'il parle, et nous nous abandonnons à la providence. Voilà comme il faut être avec un homme qui a du grand dans l'esprit. J'ai questionné mon frère pour le renseignement que vous me demandez sur la famille de Faux. Vous savez, comme il sait tout et comme il a des souvenirs, car il est toujours très bon royaliste.
c'est de vrai une très ancienne famille normande de la généralité de Caen. Alors tout d'un coup, on a ici, toujours pour faire plus vrai sans doute, des renseignements sur une famille dont on se fiche un tout petit peu quand on lit Les Misérables, mais justement, ça fourmille de détails comme ça, ce livre-là, qui fait qu'on s'y perd, et c'est un des plaisirs aussi de la lecture des Misérables, que tout d'un coup d'être complètement ailleurs par rapport à ce qu'on attendait. Donc la famille de faux, est-ce que c'est une vraie famille ou est-ce une famille pour de faux? Voilà ma question, je ne sais pas, pour être franc, peu importe. C'est de vrai une très ancienne famille normande c'est de vrai, donc c'est pas de faux, une très ancienne famille normande de la généralité de Caen. Il y a 500 ans, d'un Raoul de Faux, d'un Jean de Faux et d'un Thomas de Faux, qui étaient des gentilshommes, dont un seigneur de Rochefort, le dernier était Guy-Étienne Alexandre, et était maître de Caen, et quelque chose dans les chevaux légers de Bretagne. Sa fille Marie-Louise a épousé Adrien-Charles de Gramont, fils du duc Louis de Gramont, père de France, colonel des gardes françaises et lieutenant général des armées. On écrit faux, F-A-U-X, faux, F-A-U-Q, et fou, F-A-O-U-C-Q. Voilà. Si vous voulez creuser la question, c'est possible. C'est le côté un peu savant de Victor Hugo, puis un goût des noms propres chez lui. Il y a beaucoup de noms propres qui viennent. Bonne madame, recommandez-nous aux prières de votre saint parent, monsieur le cardinal. Quant à votre chère Sylvanie, elle a bien fait de ne pas prendre les courts instants qu'elle passe près de vous pour m'écrire. Elle se porte bien, travaille selon vos désirs, m'aime toujours. C'est tout ce que je veux. Son souvenir par vous m'est arrivé. Je m'en trouve heureuse. Ma santé n'est pas trop mauvaise, et cependant je maigris tous les jours davantage. Adieu, le papier me manque et me force de vous quitter. 1000 bonnes choses, Baptistine. PS. Madame votre belle-sœur est toujours ici avec sa jeune famille. Votre petit-neveu est charmant. Savez-vous qu'il a 5 ans bientôt? Hier, il a vu passer un cheval auquel on avait mis des genouillères, et il disait « Qu'est-ce qu'il a donc aux genoux ?» Il est si gentil, cet enfant. Son petit frère traîne un vieux balai dans l'appartement, comme une voiture, et dit « U ». Et là, la lettre se termine. Et il y a un dernier commentaire pour clore le chapitre sur cette lettre-là et sur le rapport de Baptistine à son frère, Monseigneur Bienvenu. Comme on le voit par cette lettre, ces deux femmes savaient se plier aux façons d'être de l'évêque, avec ce génie particulier de la femme qui comprend l'homme mieux que l'homme ne se comprend. Généralisation qu'on jugerait aujourd'hui un peu abusive, peut-être pas si fausse. Enfin, que l'homme ne se comprend pas, ça, je pense que c'est assez vrai. Les hommes, certains hommes, évidemment. Aujourd'hui, on nuance plus ce genre de propos. Victor Hugo a le sens des grandes formules. Parfois, évidemment, il généralise ce que nous, on précise. Bref, l'évêque de Digne, sous cet air doux et candide qui ne se démentait jamais, faisait parfois des choses grandes, et non des grandes choses, des choses grandes, hardies et magnifiques, sans paraître même s'en douter. Et c'est peut-être ça, la grandeur, l'héroïsme, c'est de faire des choses grandes, hardies et magnifiques, mais sans s'en rendre compte. Elles en tremblaient, mais elles le laissaient faire. Quelquefois, Madame Magloire essayait une remontrance avant. Jamais pendant, ni après. Jamais on ne le troublait, ne fût-ce que par un signe dans une action commencée. À de certains moments, sans qu'il eût besoin de le dire, lorsqu'il n'en avait peut-être pas lui-même conscience, tant sa simplicité était parfaite, elle sentait vaguement qu'il agissait comme évêque. Alors, elle n'était plus que deux ombres dans la maison. Elle le servait passivement et, si c'était obéir que de disparaître, elle disparaissait. Elle savait avec une admirable délicatesse d'instinct
que de certaines sollicitudes peuvent gêner. Aussi, même le croyant en péril, elle comprenait, je ne dis pas sa pensée, mais sa nature, jusqu'au point de ne plus veiller sur lui. Elle le confiait à Dieu. D'ailleurs, Baptistine disait, comme on vient de le dire, que la fin de son frère serait la sienne. Madame Magloire ne le disait pas, mais elle le savait. Voilà encore qui précise le portrait donc de Monseigneur Bienvenu avec ce point de vue de sa sœur et plus indirectement de Madame Magloire, la servante, qui montre le respect qu'elles ont pour lui, même si elles ont peur, elles ont confiance. Alors aussi la foi profonde qui est mise en avant ici. Mais dans le chapitre 10 qui va suivre, l'évêque se trouvera, nous dit le titre du chapitre, en présence d'une lumière inconnue. Quelle est donc cette lumière ? Eh bien, il faudra attendre un peu pour lire ce chapitre 10, un chapitre un peu plus long que les précédents. Donc, une lumière inconnue, laquelle ? Suspense. Au revoir, Hélène.